En 1981, 2 personnes ont disparu sans laisser de traces dans les jungles de l'Amazonie bolivienne. Leurs empreintes se sont perdues dans le vaste labyrinthe vert, devenant l'un des nombreux mystères que recèle la plus grande forêt tropicale de la planète. Mais ce n'est pas d'eux qu'il s'agit dans cette histoire. C'est l'histoire de ceux qui ont survécu à l'enfer. L'Amazonie du début des années 1980 représentait la dernière frontière d'un monde inexploré. 5,5 millions de kilomètres carrés de jungle vierge où les couronnes des arbres s'entrelacent au-dessus de la tête, créant un crépuscule perpétuel, même lors des journées les plus ensoleillées. C'est un endroit où chaque mètre carré peut être mortel, qu'il s'agisse d'un serpent venimeux tapi dans les feuilles mortes ou d'un prédateur traquant sa proie dans le sous-bois dense. L'humidité ne descend jamais en dessous de 80%, ce qui fait de chaque respiration une lutte contre l'air chaud et épais. Les températures descendent rarement en dessous de 30 degrés et les pluies tropicales s'abattent sur le sol sans prévenir, transformant les étroits sentiers forestiers en torrents de boue infranchissables. Les locaux disent « Il n'y a pas de mauvais ou de bon temps en Amazonie, il n'y a que la jungle et elle n'épargne personne ». Mais au début des années 80, cette région accidentée attirait de plus en plus de jeunes aventuriers. L'ère hippie touchait à sa fin et la nouvelle génération avait soif non pas de révélations spirituelles, mais d'aventures réelles et dangereuses. Ils lisaient des livres sur les grands explorateurs, regardèrent des films sur les cités perdues et rêvèrent de trouver leur propre chemin vers la gloire ou la fortune. Pour beaucoup d'entre eux, l'Amazonie semblait être l'endroit idéal, le dernier endroit sur Terre où une grande découverte pouvait encore être faite. La même année, un jeune Israélien, Yossi Ginsberg, achevait son service naval. Il n'a que 21 ans, mais il a déjà suivi 3 années d'entraînement militaire qui ont endurci son caractère et lui ont donné confiance en ses propres capacités. Cependant, ce n'est pas le service militaire qui a déterminé son destin. Un jour, Yossi a reçu un livre qui a changé sa vie à jamais. L'autobiographie d'Henri Charrière, Le papillon de nuit, l'histoire d'un homme qui a survécu dans les conditions les plus incroyables. Ce livre a éveillé chez le jeune Israélien une soif d'aventure inextinguible. Après avoir économisé de l'argent grâce à des emplois occasionnels à temps partiel, Yossi entreprend un voyage à travers l'Amérique du Sud. Son voyage a commencé au Venezuela où il a fait de l'autostop, dormi dans des auberges bon marché et mangé dans des restaurants au bord de la route. C'est là, sur ces routes interminables, que son rêve d'atteindre le cœur du continent, la légendaire Amazonie, a commencé à prendre forme. À La Paz, la capitale de la montagne la plus haute du monde, le destin lui a fait rencontrer une compagnie inhabituelle. Il y a d'abord Marcus Stam, un professeur suisse en quête d'oubli après avoir rompu avec sa compagne. Européen raffiné, habitué au confort, il rêve pourtant d'une véritable aventure. Puis Kevin Gale, un photographe américain qui rêve de capturer la nature intacte de l'Amazonie, les rejoint. Son appareil photo est toujours prêt à prendre le cliché parfait. Mais le personnage le plus énigmatique de leur compagnie est Karl Ruprechter, un Autrichien qui se présente comme un géologue expérimenté. Grand, avec un regard perçant et des manières impeccables, il racontait des histoires étonnantes sur des villages indiens perdus dans la jungle et des gisements d'or. Ces récits ressemblent à des chapitres d'un roman d'aventure, et les jeunes voyageurs l'écoutent en retenant leur souffle. « Je connais l'endroit », dit Karl, penché sur une carte dans le bar enfumé de La Paz. Là, au plus profond de la jungle, vit une tribu qui n'a que peu de contact avec les hommes blancs. Et ils ont de l'or. Il nous suffit de nous y rendre. Ces paroles tombent sur un terrain fertile. 4 jeunes hommes, chacun avec ses propres rêves et ambitions, sont prêts à croire à ce conte de fées. Aucun d'entre eux ne savait alors que cette proposition serait le début d'une histoire qui changerait leur vie à jamais. Et personne ne se doutait que 2 d'entre eux ne reviendraient jamais de ce voyage. Le plan de l'expédition semblait simple. Voler jusqu'à la petite ville de Rurenabeek et, de là, s'enfoncer dans la jungle le long de la rivière Beni et de ses affluents. Karl a assuré qu'il connaissait bien l'itinéraire et que le voyage ne prendrait pas plus d'1 semaine. L'essentiel est d'arriver au village de Takana, explique-t-il en passant son doigt sur une carte usée. Là, les guides locaux nous montreront le chemin de l'or. Les préparatifs de l'expédition ont été étonnamment bâclés. Les sacs à dos sont remplis de riz et de haricots, de sel et de sucre. Karl insiste sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de grandes réserves. Il y a beaucoup de nourriture dans la jungle, il suffit de savoir comment la trouver. Cette négligence aurait dû alarmer les voyageurs, mais l'excitation de l'aventure à venir a éclipsé la voix de la raison. Les premiers jours du voyage ressemblent à une chevauchée passionnante.
Ils voyagent en bateau à moteur le long de la large rivière bénie, admirant la nature intacte. Kevin was constantly taking pictures, flocks of colorful parrots flying over the water, bizarre orchids hanging from the trees, ancient trees whose roots slid down to the water like giant snakes. Mais plus ils s'enfoncent dans la jungle, plus l'atmosphère change. La rivière se rétrécit, le courant s'accélère. De grands arbres surplombent l'eau, créant un tunnel vert à travers lequel la lumière pénètre à peine. Les bruits de la jungle sont de plus en plus forts et inquiétants. Cris d'oiseaux invisibles, bruissements dans les sous-bois, éclaboussures étranges dans l'eau sombre. Le 5e jour, ils atteignent le petit village d'Asaryamas, situé au confluent des rivières Twishi et Asaryamas. C'était le dernier avant-poste de la civilisation avant l'immense mer de jungle. Les indigènes regardent le groupe d'étrangers avec perplexité. Un vieil Indien, secouant la tête, dit quelque chose dans sa propre langue. Un interprète expliquera plus tard ces paroles. « La saison des pluies est proche, vous ne pouvez pas aller dans la jungle maintenant. » Mais l'avertissement est resté lettre morte. Le lendemain matin, laissant derrière eux les derniers signes de civilisation, les 4 voyageurs s'enfoncent dans la forêt. Aucun d'entre eux ne se doute qu'ils ont franchi une ligne invisible au-delà de laquelle les règles du monde ordinaire ne s'appliquent plus. Un défi les attend, auquel aucun d'entre eux n'est préparé. La jungle accueille les voyageurs avec une chaleur étouffante et des hordes d'insectes. L'air est si humide que leurs vêtements n'ont pas le temps de sécher, devenant un terrain propice aux champignons et aux moisissures. Chaque pas est difficile, car les pieds s'enfoncent dans la terre gonflée et des lianes acérées s'accrochent à leurs vêtements, laissant des égratignures sanglantes sur leur peau. Après 3 jours de voyage, il est devenu évident que les réserves de nourriture fondaient à une vitesse catastrophique. Le riz et les haricots, qui semblaient suffisants à la base, disparaissaient à une vitesse alarmante ici. Karl, comme il l'avait promis, a essayé de trouver de la nourriture dans la jungle. Un matin, il revient au camp avec un singe mort. « Voici notre déjeuner », annonce-t-il en jetant la carcasse ensanglantée sur le sol. Ce petit déjeuner a marqué un tournant pour tout le groupe. Lorsque Karl revint au camp, un étrange sourire se dessina sur son visage. Il tient dans ses mains la carcasse d'un petit singe dont les yeux sans vie semblent fixer les voyageurs d'un air de reproche. Le sang suintait encore de la blessure à la tête de l'animal, laissant des taches sombres sur le sol humide. « Voici la solution à nos problèmes de nourriture », annonce Karl en sortant un couteau. Ses gestes sont assurés, presque mécaniques, comme s'il avait déjà fait cela plusieurs fois. Marcus, qui jusqu'alors était resté assis en silence près du feu, pâlit fortement et se détourna. « Je ne le mangerai pas, dit-il d'une voix tremblante. Pas le singe. Regarde ses mains, ses doigts. Ils sont comme ceux d'un enfant. » Ces mots étaient suspendus dans l'air lourd de la jungle. Yossi et Kevin ont jeté un coup d'œil. Le même dégoût se lisait dans leurs yeux, mais aussi une compréhension de la nécessité absolue. « Nous n'avons plus de riz, dit Kevin sans lever les yeux. Si nous ne trouvons pas un moyen de nous procurer de la nourriture ici dans la jungle, nous ne tiendrons pas une semaine. » L'odeur de la viande en train de cuire se répandit dans le camp, provoquant des sentiments contradictoires chez les voyageurs. Marcus s'éloigne et se cache derrière les arbres. Il resta assis pendant des heures, grignotant les dernières miettes de riz et ignorant les appels des autres à se joindre au repas. C'est la première fois que le groupe est vraiment divisé, non pas physiquement mais mentalement. Une fissure invisible les sépare et elle ne fera que s'élargir au fil des jours. Mais les problèmes de nourriture ne sont qu'un début. L'humidité constante fait son œuvre, les pieds de Marcus sont couverts de plaies et de furoncles. Chaque pas lui causait une douleur insupportable et il commença bientôt à prendre un sérieux retard sur le groupe. « Je ne peux pas aller plus loin », avoue-t-il un soir, alors qu'ils établissent le campement. Ses jambes offrent un spectacle horrible. La peau se détache par couches, laissant apparaître la chair enflammée. L'atmosphère au sein du groupe devient de plus en plus tendue. Yossi et Kevin jettent des regards de plus en plus mécontents sur Marcus, dont la faiblesse ralentit leur progression. Karl, quant à lui, devient de plus en plus irritable. Ses histoires d'or et de villages perdus sonnaient maintenant comme une méchante raillerie. Il n'avait pas rencontré le moindre signe de présence humaine. Le soir, assis près d'un faible feu, ils tentent de déterminer leur position sur la carte. Mais l'humidité a transformé le papier en une masse molle et la boussole semble être devenue folle, son aiguille s'agitant d'un côté à l'autre comme si elle était paniquée. Peu à peu, ils réalisent la terrible vérité. Ils sont perdus dans l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Et puis la pluie est arrivée. Pas les courtes averses habituelles, mais un véritable déluge tropical qui a transformé la jungle en un véritable enfer vert.
C'est alors que Karl a fait l'annonce qui allait changer à jamais le destin de tout le groupe. Ce qui avait commencé comme une aventure s'est transformé en une lutte pour la survie. La carte à laquelle il s'était fié était inutile. Les pluies constantes l'avaient transformé en une masse détrempée. La boussole donnait des indications étranges, probablement en raison des dépôts de minerais de fer dans les montagnes. Ils sont pratiquement aveugles dans ce labyrinthe de verdure. Tous les matins commencent de la même manière. Il faut enfiler les vêtements trempés de la nuit. L'humidité est omniprésente. Elle dégouline des feuilles, s'infiltre à travers les abris de fortune, transforme le sol sous leurs pieds en un véritable bourbier. Les bottes de Marcus, autrefois de bonnes chaussures de randonnée suisse, étaient maintenant des morceaux de cuir effrités, pleins d'eau boueuse. La nourriture est devenue une obsession. Les dernières réserves de riz avaient moisi et les tentatives de chasse devenaient de plus en plus désespérées. Karl a passé des heures à traquer les singes, mais les animaux semblaient narguer les infortunés voyageurs. Leurs cris résonnaient à droite et à gauche, mais il était presque impossible de les voir dans la dense canopée de la forêt. Chaque soir, autour du feu de camp, l'atmosphère devient de plus en plus oppressante. Kevin ne cache pas son irritation de devoir partager un maigre dîner pour 4. « Si seulement quelqu'un ne refusait pas de manger ce que nous recevons », dit-il en jetant des regards obliques à Marcus. L'homme resta silencieux, s'enfonçant un peu plus chaque jour. Ses pieds, constamment mouillés par l'humidité de la jungle, avaient été victimes du pied de tranchée, une dangereuse infection fongique. La peau entre ses orteils s'est ramollie et a commencé à se détacher, exposant la chair enflammée. La plante de ses pieds présentait de profondes fissures qui saignaient à chaque pas. Pire encore, l'infection ne se limitait pas aux pieds. Des traînées rouges d'inflammation s'élevaient déjà au-dessus des chevilles, annonçant des problèmes plus graves. Dans le climat tropical, même de petites blessures peuvent entraîner une infection mortelle. Yossi est ballotté entre deux mondes. Sa formation militaire lui a appris à être plus dur, à prendre des décisions difficiles. Mais quelque chose en lui résiste, l'empêchant de devenir complètement insensible. Il voit la souffrance de Marcus, la faim de Kevin, l'étrange changement de comportement de Karl. Et Karl, chaque jour il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose d'effrayant. Ses histoires sur l'or devenaient de plus en plus confuses, il se contredisait souvent. Une nuit, Yossi se réveilla en entendant un bruit et vit Karl assis près du feu, marmonnant quelque chose pour lui-même en allemand. À la lumière des braises, son visage semblait un masque figé dans un étrange sourire. Le dénouement arriva lorsqu'ils atteignirent le confluent des deux rivières. La vue qui s'offrait à eux était majestueuse et effrayante, les eaux sombres de la Tuichy s'engouffrant dans l'étroit canyon, créant des tourbillons et des rapides. C'est là que Karl fit la déclaration qui allait diviser le groupe à jamais. Il n'y a que 2 chemins au-delà, et les 2 peuvent mener à la mort. Le canyon de San Pedro les accueille avec un rugissement d'eau assourdissant. La rivière Tuichy, jusqu'alors relativement calme, s'est transformée en un torrent déchaîné, coincé entre des falaises abruptes. L'eau sombre grondait contre les rochers acérés, créant des nuages d'embrun et de dangereux tourbillons. Même de loin, il était clair que cette partie de la rivière ne pardonnait pas les erreurs. « Tu ne peux pas nager ici, » dit Karl d'une voix inhabituellement ferme. « J'ai déjà vu des rapides comme celui-ci. Il tue même les plaisanciers expérimentés. » Il resta silencieux un moment, comme s'il rassemblait ses pensées, puis ajouta ce qu'il aurait dû dire au début du voyage. « De plus, je ne sais pas nager. » Les mots tombèrent comme une pierre dans l'eau stagnante. Kevin se tourna brusquement vers lui. « Comment ça, tu ne sais pas nager ? Tu nous as amenés ici, au cœur de la jungle, sans même savoir nager ?» Il n'y avait pas que de la surprise dans sa voix, c'était de la pure rage. « Nous avons 2 options, poursuit Karl, ignorant la colère de Kevin. Nous pouvons marcher le long de la rivière Ipurama jusqu'au village, ou nous pouvons essayer de contourner les rapides le long de la rive et continuer le rafting en dessous du canyon. » Il déplia les restes d'une carte montrant les itinéraires suggérés. Un silence pesant s'installe dans le groupe. Chacun réalise que cette décision peut être une question de vie ou de mort. Marcus, qui tient à peine debout, regarde la rivière en furie avec un mélange de peur et de désespoir. Pour lui, le rafting signifie un contact permanent avec l'eau, qui pourrait finalement tuer ses jambes blessées. « Je vais marcher le long de la rive, » dit finalement Karl. Avec Marcus, il ne pourra de toute façon pas ramer dans cet état. Il se tourne vers Yossi et Kevin, et vous pouvez continuer sur le radeau. Je vous retrouverai à La Paz avant Noël. Yossi hésite. Quelque chose dans ce plan lui semble profondément erroné. L'entraînement militaire le dit. Un groupe ne doit pas se séparer dans une situation imprévisible.
Mais Kevin avait déjà pris sa décision. La rivière était notre seule chance de sortir rapidement d'ici. Nous pourrons construire un nouveau radeau après les rapides. Les dernières minutes qu'ils ont passées ensemble se sont déroulées dans une atmosphère étrange et oppressante. Ils partagent le reste de leurs provisions, échangent des poignées de main. Marcus avait l'air perdu, comme s'il avait déjà le pressentiment de quelque chose de terrible. « Je te verrai à La Paz », dit-il à voix basse. Ce sont les derniers mots que Yossi et Kevin l'ont entendu prononcer. Ils se tenaient sur la rive, regardant les deux silhouettes disparaître lentement dans la pénombre verte de la jungle. Aucun d'entre eux ne savait que cette séparation était définitive, que Karl et Marcus ne seraient jamais revus. La rivière Tuichi n'a pas tardé à arriver. Après 1 heure de voyage, le radeau s'engage dans les premiers rapides du canyon de San Pedro. Le bruit de l'eau est assourdissant. Elle rugit, se fracasse contre les rochers, crée des tourbillons et des contre-courants. Yossi et Kevin, agrippés aux rames de fortune, tentent de diriger le radeau vers les parties relativement calmes de la rivière. « Restez à gauche !» crie Kevin en repérant un rapide particulièrement dangereux. Mais sa voix est presque noyée dans le grondement de l'eau. Le radeau file comme une écharde dans le courant, obéissant moins aux ordres des rameurs qu'aux caprices de la rivière. Soudain, un énorme rocher se dresse devant eux, à moitié caché par l'écume. Il n'y a pas le temps de manœuvrer. L'impact est monstrueux. Les poutres du radeau se brisent comme des allumettes. Yossi vit Kevin être projeté sur la rive droite avant d'être emporté par le torrent en furie. Le monde devint un chaos d'eau, d'écume et de grondements. Il fut ballotté d'un côté à l'autre, heurté contre des rochers sous-marins. À un moment donné, il a été aspiré par le maelstrom, et il a senti ses poumons commencer à brûler à cause du manque d'air. Par miracle, il réussit à remonter à la surface. Haletant et toussant, il voit un véritable cauchemar l'attendre, une chute d'eau. Il n'a pas le temps de réfléchir, le courant l'entraîne déjà vers le bord. La dernière chose qu'il fit fut de reprendre de l'air avant d'être projeté vers le bas. La chute semblait interminable. Lorsqu'il remonta enfin à la surface, il n'y avait plus de rivage en vue. Le courant l'entraînait de plus en plus loin au cœur de la jungle. Kevin n'était nulle part. Ce n'est que maintenant, seul au milieu de la nature sauvage, que Yossi réalise l'ampleur du désastre. Le soir venu, il réussit à regagner le rivage. Trempé, meurtri, mais vivant. Son sac à dos s'est miraculeusement accroché à un chicot près du rivage. C'est la seule lueur de chance de cette terrible journée. Mais il est trop tôt pour se réjouir. Tout autour, il y avait une vaste jungle et le soleil se couchait déjà. Quelque part, dans le labyrinthe vert, Kevin était peut-être là. Ou peut-être qu'il n'était plus en vie. Ce que Yossi ne savait pas, c'est qu'à cet instant, le défi le plus terrifiant de sa vie allait commencer. 19 jours de lutte pour la survie dans certaines des jungles les plus dangereuses de la planète. 19 jours qui changeront sa vie à jamais. La première nuit passée seule a été la plus terrifiante. Sans feu, sans abri, avec des vêtements trempés, Yossi s'est assis le dos contre un arbre, écoutant les bruits de la jungle. Il semblait particulièrement inquiétant dans l'obscurité. Les grognements des jaguars, les cris d'oiseaux invisibles, les bruissements dans les buissons, chaque son pouvait signifier une mort imminente. Le matin, le sac à dos sauvé fait l'objet d'un premier inventaire. De la nourriture trempée, une boîte d'insectifuges, un briquet enveloppé dans du polyéthylène, il est miraculeusement resté sec. Mais le principal problème est l'inconnu. Yossi n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. La rivière l'a emporté si loin que tout repère est perdu. Au même moment, à quelques kilomètres en amont, Kevin lutte lui aussi pour sa survie. Le courant l'a projeté sur une berge rocheuse, endommageant gravement ses jambes. Chaque pas lui causait une douleur insupportable, mais il savait que rester sur place signifiait une mort certaine. Jour après jour, la situation devient de plus en plus désespérée. Yossi a essayé de trouver de la nourriture dans la jungle, mais c'était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. La plupart des fruits qu'il a trouvés n'étaient pas mûrs ou étaient pourris. Il apprend à pister les nids d'oiseaux pour y trouver des œufs, mais cela ne suffit pas à soutenir ses forces. Les pluies ne s'arrêtent jamais. Ses vêtements n'ont jamais le temps de sécher et la peau de Yossi est bientôt couverte de plaies douloureuses. Il tremble de froid la nuit et s'épuise à cause de la chaleur et de l'humidité le jour. Mais le pire, ce sont les insectes. Des hordes de fourmis, de moustiques et d'autres créatures suceuses de sang l'attaquent sans cesse. Le 5e jour, il a découvert quelque chose de terrifiant dans sa peau. De petites mouches blanches se déplaçaient sous sa peau. Les larves de mouches s'étaient introduites sous sa peau et le dévoraient vivant. Chaque mouvement de ces parasites était douloureux, mais il n'y avait aucun moyen de les faire sortir.
Le 7e jour, Yossi fit une rencontre qui aurait pu être la dernière. Dans le crépuscule qui précède l'aube, il entend une forte respiration et aperçoit 2 points lumineux dans les buissons, les yeux d'un jaguar. Le prédateur s'approche lentement et s'apprête à bondir. En désespoir de cause, Yossi saisit la bombe insecticide et un briquet, les seules armes dont il disposait. Le jet de flamme fait fuir le prédateur. Mais ce n'est qu'une victoire temporaire. Au 10e jour de son errance, Kevin se rend compte qu'il n'y arrivera pas à pied. Les blessures sur ses jambes se sont transformées en plaies suppurantes et chaque pas est une torture. La rivière est sa seule chance de salut. Même si c'était la rivière qui avait failli le tuer il y a une semaine, elle pouvait être son salut maintenant. Rassemblant ses dernières forces, il trouva un arbre tombé près de la rive. C'était une décision risquée que de se fier au courant sans pouvoir contrôler sa trajectoire. Mais il n'avait pas le choix. S'accrochant au tronc, il se laisse porter par la rivière, priant pour qu'il n'y ait pas de nouveau rapide. Pendant ce temps, Yossi s'enfonce de plus en plus dans le désespoir. La faim et la solitude faisaient leur œuvre et son esprit commençait à lui jouer des tours. Le 13e jour, il la vit pour la première fois, une jeune fille assise à côté de lui dans l'abri improvisé. Elle n'a pas dit un mot, elle était juste là, mais sa présence l'a étrangement aidé à se sentir plus fort. Je savais qu'il s'agissait d'une hallucination, se souviendra plus tard Yossi. Mais je lui ai parlé, j'ai partagé des repas avec elle, je lui ai construit un abri contre la pluie. Lorsqu'elle a disparu un matin, j'ai ressenti un tel désespoir, comme si j'avais perdu ma dernière amie sur Terre. Le 5e jour de son voyage solitaire en rafting, Kevin a entendu des voix. Il a d'abord cru qu'il avait des hallucinations, mais les voix sont devenues de plus en plus claires. Sur la rive opposée, il aperçoit 2 Indiens armés. Rassemblant ses dernières forces, il crie en espagnol « Aidez-moi ». Les Indiens venaient du village de San José, celui-là même qu'il cherchait depuis si longtemps. Ils ont sorti Kevin de la rivière et l'ont amené au village. Mais sauver un homme, c'est commencer à en chercher un autre. Dès que Kevin s'est un peu remis, il s'est immédiatement rendu à La Paz pour organiser une opération de recherche. Quant à Yossi, il est toujours dans l'enfer vert de l'Amazonie. Il ne savait pas que les secours étaient en route. Il ne savait pas que Kevin avait survécu. Il ne savait pas que le destin lui préparait sa dernière épreuve, la plus sévère, avant de lui offrir le salut. Au 17e jour de survie solitaire, Yossi entend le bruit d'un moteur. L'avion de l'équipe de recherche passe juste au-dessus de sa tête, mais l'épaisse canopée de la jungle le cache aux yeux des sauveteurs. Ce moment a été le plus terrifiant de tous les jours de l'épreuve. Lorsque l'avion est parti, je me suis effondré dans la poussière et j'ai éclaté en sanglots, se souviendra plus tard Yossi. Pour la première fois, je voulais vraiment mourir. À La Paz, entre-temps, un véritable drame s'est déroulé. Kevin, à peine remis de ses blessures, passe d'un consulat à l'autre implorant de l'aide. Au consulat israélien, on lui promet un soutien. Mais lorsqu'il se tourne vers le consulat autrichien pour demander de l'aide afin de retrouver Karl, c'est la stupeur. Karl Ruprechter, le consul l'interroge. Cet homme est recherché par Interpol. Ce n'est pas un géologue, c'est un criminel. Mais tous ces événements restent inconnus de Yossi. Il a continué à patauger le long de la rivière, n'espérant plus être secouru. Ses jambes saignent, son corps est couvert de piqûres d'insectes et d'ampoules. Il dormait très peu par crainte des prédateurs et mangeait ce qu'il pouvait, principalement des escargots et des œufs d'oiseaux. Le 19e jour, ce que l'on appellera plus tard un miracle s'est produit. Tico Tudela, un guide local engagé pour les recherches, a dirigé son bateau vers un petit chenal, un endroit qui ne faisait même pas partie de la zone de recherche. « Quelque chose m'a dit de tourner là », a-t-il raconté plus tard. Sur le rivage inconscient, gisait un homme qui ressemblait davantage à un cadavre. C'était Yossi. Lorsqu'il a ouvert les yeux dans le bateau, la première personne qu'il a vue était Kevin. J'ai cru qu'il s'agissait d'une autre hallucination, avouera Yossi plus tard. Mais lorsque Kevin m'a entouré de ses bras, j'ai réalisé que c'était réel. J'ai survécu. Il a fallu à Yossi 3 mois d'hospitalisation pour revenir à la vie. Mais même après son rétablissement physique, il n'était plus la même personne. « La jungle m'a changé pour toujours », dit-il. « Elle m'a appris à apprécier les choses simples, une gorgée d'eau potable, des vêtements secs, la chaleur humaine. Karl et Marcus n'ont jamais été retrouvés. Malgré de nombreuses opérations de recherche, la jungle a entretenu le mystère. Peut-être sont-ils morts de faim ou de maladie. Peut-être ont-ils été rattrapés par l'un des nombreux dangers de l'Amazonie. Ils font désormais partie de la légende noire de ces lieux, rappelant à quel point il est dangereux de sous-estimer le pouvoir de la nature. 10 ans plus tard, Yossi est retourné dans ces lieux, mais avec un objectif différent.
En collaboration avec la population locale, il a créé le Chalalan Ecological Lodge, qui est devenu un symbole de la coexistence pacifique entre l'homme et la jungle. L'Amazonie a essayé de me tuer, dit-il, mais elle m'a finalement appris à vivre. Cette histoire est devenue une légende, rappelant que l'esprit humain peut vaincre l'adversité. Mais elle reste aussi un avertissement pour tous ceux qui se risquent à défier la nature sauvage sans y être préparés. Car la jungle ne pardonne pas les erreurs et ne donne pas de seconde chance. Et quelque part dans ces profondeurs verdoyantes persiste le mystère de la disparition de 2 hommes partis à la recherche d'un or fantomatique. L'histoire de Yossi Ginsberg fait réfléchir à beaucoup de choses. Sur l'étroitesse de la frontière entre l'aventure et la tragédie, sur la vulnérabilité de l'homme moderne face à la faune et à la flore, et bien sûr à quel point il est important d'être attentif aux signaux d'alarme que le destin nous envoie. Qu'est-ce qui a poussé 4 jeunes gens à faire confiance à un étranger et à s'embarquer pour un voyage mortel ? S'agit-il d'une simple arrogance juvénile ou de quelque chose de plus, l'éternel désir humain de regarder au-delà de l'horizon, d'aller un peu plus loin que les autres ? Et la tragédie aurait-elle pu être évitée s'ils avaient tenu compte des avertissements de la population locale ? Qu'auriez-vous fait à la place de Yossi lorsque le groupe a décidé de se séparer ? Auriez-vous suivi votre ami Kevin, que vous connaissiez à peine, ou auriez-vous choisi la route la plus sûre, comme cela semblait être le cas à l'époque avec Karl et Marcus ? Écrivez vos réflexions dans les commentaires. Je suis très intéressé par ce que vous pensez. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. Il y aura beaucoup d'autres histoires étonnantes sur des personnes qui ont défié les éléments et réussi à survivre dans les circonstances les plus incroyables. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la plus grande aventure consiste parfois à rester en vie. Rendez-vous dans les prochains numéros.